Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud, ravi de vous y retrouver aujourd'hui encore avec au programme de l'action, de l'amour et du business. Dixit, le réalisateur d'une nouvelle série qui se tourne en ce moment entre Cassis et Aubagne, elle s'appelle Tracking. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Richard Saya, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le réalisateur de Tracking. Exactement. Et vous allez tout nous dire, ou presque, dans une poignée de minutes. Je vous laisse découvrir mes petites copines du mercredi. Aurélie, comment ça va? Très bien, merci. Une destination lointaine aujourd'hui. Alors j'ai mis le t-shirt qui va bien avec votre destination. Totalement, on part en Arizona. Donc le cactus au soleil et de rigueur. Dans le désert. Dans le désert. Bon, de belles images en perspective tout à l'heure avec vous. Et puis nous retrouverons également dans quelques minutes Marie-Blanche Cordoue et sa sélection littéraire de la semaine comme chaque mercredi. Mais pour commencer, Richard, on démarre avec cette série. Alors, vous venez de terminer le premier épisode de Tracking, est tout juste fini. Quel est le thème de cette série? Alors, c'est une série qui va le thème, c'est l'amour, le business et surtout l'action. Tout ce qui marche, en fait, dans les séries, les gens aiment bien ça. Je le pense aussi très fort. C'est une série qu'on a mis en place bêtement, comme on dit, ça m'a été proposé, j'ai adoré le sujet. Donc un auteur est venu vous voir et vous a proposé... Voilà, l'auteur Patrick Jourdeuil est venu me voir, m'a proposé ce projet et j'ai adoré. Et j'ai dit, ok, banco, on y va. Alors dites-nous un petit peu plus sur l'intrigue, puisque amour, business, action, ok, mais encore, quel est le fond du propos? Je vais vous dire peu de choses, parce que j'ai très envie que le spectateur découvre l'ensemble de la série. C'est une puce électronique qu'on veut implanter sur une personne, et là, il va s'en suivre pas mal de rebondissements dans cette série-là. Très bien. Alors, je le disais tout à l'heure, vous venez tout juste de terminer le tournage de la première série, premier épisode. On va regarder un tout petit extrait pour se donner un avis. Avec plaisir. Et on en reparle après ensemble. Avec on plaisir. Regarde Tracking. Avec ceci. Pourquoi elle? Ça ne te regarde pas. Elle est d'accord? Elle va l'être. Tu vas lui proposer 5 000 € avec une avance de 1 000 € qui est dans l'enveloppe. Pourquoi pas moi? Pour une telle somme, je suis partant. J'ai un compte à régler avec elle. Le test, ça dure combien de temps? Et c'est payé? Combien? 10 jours, 5 000 €. Précisément. Récupère-la morte ou vive. Et si tu n'arrives pas à la ramener en entier, sache que le dispositif se trouve au niveau de l'os occipital. Ramène-moi sa tête, ça suffira. Alors, on a pu apercevoir, entre autres, l'actrice Jennifer Loret, que les fidèles de Julie Lescaut ou de Camping Paradis n'auront pas manqué de reconnaître. Tous les acteurs de cette série ont tourné de façon entièrement bénévole. C'est un vrai investissement de leur part envers vous. Absolument. Ça a été, j'ai presque envie de dire à la Marseillaise, un coup de chance. Un coup de chance déjà pour avoir l'immense joie d'avoir Jennifer Loret à mes côtés. C'est une personne exceptionnelle. Un coup de chance d'avoir des comédiens qui se sont donnés à fond, des semi-comédiens, des comédiens. Un coup de chance que notre producteur soit aussi comédien, en l'occurrence John Gage. Et tout ça, ça a fait, si vous voulez, quelque chose qui a donné un peu un brin de chance. Et ce brin de chance, je l'ai bien sûr pris au plus profond de moi-même. Comment vous avez réussi à les convaincre de participer bénévolement? Je pense que ça a été une vérité, une discussion toute simple. J'ai un projet, est-ce que tu veux m'aider? Et j'ai eu que des oui. J'ai eu que des oui de ces gens-là, j'ai eu que des oui de mes partenaires. J'ai eu des oui du Rain Lions à Aubagne, j'ai eu des oui de Audi Aubagne. Pas trop citer les marques là, mais voilà, bon. Oui, c'est vrai, il y a les marques. Oui. Donc tous ces gens m'ont bien aidé. D'accord. Voilà. Alors vous espérez réaliser combien d'épisodes?
Moi j'aimerais aller très très loin, mais j'espère au moins réaliser les 5 premiers épisodes. 5 premiers épisodes. Donc là, vous avez déjà l'écriture du 2e. Vous allez démarrer le tournage bientôt? J'espère fin août, si tout va bien, si tous les ingrédients sont bien en place, si mes camarades autour de moi font le nécessaire, je pense qu'on pourrait commencer à tourner fin août. Alors il est vrai qu'en ce moment, les conditions sont particulières. On vit une pandémie incroyable, jamais vécue depuis plus d'1 an. Comment on arrive à organiser un tournage avec autant de monde de façon sereine et voilà, avec les règles sanitaires qui sont respectées au mieux? Je ne vais pas citer de nom parce que je vais en oublier, mais il y a eu des gens exceptionnels dans ce domaine qui ont fait très attention au protocole sanitaire, qui ont demandé des tests à tout le monde. Les 90 figurants qu'on avait dans une boîte de nuit ont été testés négatifs. Tout le monde était vraiment, et pour ça, merci à ces gens qui se sont occupés de ça. Parce que c'est pas évident. Alors vous avez, Richard, un parcours assez atypique puisque vous avez démarré votre carrière plutôt d'une manière artistique également, mais dans le maquillage. C'est ça. Maquillage pour de grandes chaînes, pour de grands événements également, autour de la chanson notamment. Qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation de films? Vous savez, quand on travaille pendant 35 ans à côté d'une 60aine de réalisateurs, forcément, on est toujours près, puisque le chef maquilleur-coiffeur est toujours près du réalisateur. Et à force, ça m'a donné envie. Et à force, j'ai cru comprendre plein de choses. Je crois comprendre plein de choses. Et j'ai dit un jour, il va falloir que je me mette vraiment derrière la caméra et que je puisse diriger des acteurs. Et c'est arrivé. Oui, puisque là, c'est votre 3e réalisation. Oui, c'est pas la première fois. Non, c'est ma 3e réalisation. Et ça s'est bien passé, toujours avec des moyens, des tout petits moyens. Là aussi, sur Tracking, on a eu un producteur qui a raclé les fonds de tiroir et on a pu faire le nécessaire, à savoir faire ce qu'il faut pour faire manger les gens. Oui, parce qu'il y a le midi, forcément, il y a une pause sur les jours de tournage. Comme vous dites, c'est la pause, vous connaissez ça aussi bien que moi. On appelle ça la pause déjeuner. On a pu arriver à faire le minimum et pour le bien de tout le monde. Quelle est votre patte en tant que réalisateur, votre sensibilité justement face à l'image, à la réalisation d'une scène? Vous dites que vous êtes inspiré des réalisateurs que vous avez accompagnés pendant toutes vos années de maquilleur professionnel. Qu'est-ce que vous en avez tiré? J'ai tiré l'apprentissage du regard. Ouais. Comme dans mon métier à moi, le regard est important, faire développer le regard d'une femme, c'est important. Et j'en ai tiré de ça, je me sers beaucoup dans le regard, c'est-à-dire que je pose des questions, j'essaye de comprendre et de là j'en tire des conclusions. Et c'est ce qui m'a aidé dans ma réalisation. Aurélie, le parcours de Richard est étonnant, non? Vous en pensez quoi? Absolument. Passer du maquillage à la réalisation. Mais en même temps, je vois où est-ce qu'il y a de la complémentarité. Parce que dans l'image, comme il disait? Dans l'image, dans savoir cerner qu'est-ce qui va capter l'attention du public. Et c'est vrai que le regard y est. C'est par là souvent que passe l'émotion. Donc oui, c'est étonnant évidemment comme parcours, mais en même temps, c'est pas vraisemblable. Oui, c'est pas si éloigné. Non, c'est ça. Voilà, les deux univers ne sont pas si éloignés. Dans l'esthétique, finalement, que ce soit dans un beau maquillage ou une belle image, on retrouve des points communs. Mais tout à fait, parce que, vous savez, quand j'ai une actrice où je lui demande de pleurer, par exemple, j'en ai une là sur Tracking. Je lui ai demandé de pleurer il y a quelques jours. Elle s'est isolée pendant 1 minute. Au bout d'1 minute, elle revenait, elle avait les larmes aux yeux. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Alors qu'il y en a qui leur faut des heures, ou il y en a qui leur faut des larmes artificielles. Comme on se sert, moi je me sers. Voilà. Il m'est arrivé de mettre des larmes artificielles sur des gens parce qu'ils n'arrivaient pas à pleurer. Parce qu'ils n'avaient pas l'émotion. C'est pas évident. Et une actrice, l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus important. Un acteur aussi. Bien sûr. Alors Richard, si on veut découvrir, si on espère découvrir cette série prochainement, il faut déjà que vous arriviez à la distribuer. Tout à fait. Donc quelles sont les prochaines étapes pour vous et la production? Les prochaines étapes, c'est de pouvoir finaliser le premier épisode, en sortir un teaser, on est en train qui va sortir dans pas longtemps, et bien entendu le proposer à des productions qui vont nous aider financièrement et techniquement pour la suite des 5 autres épisodes.
Donc vous espérez le sortir à la télé nationale? J'espère le sortir à la télé, j'espère le sortir sur d'autres supports. Je prendrai celle ou celui qui m'aidera le mieux. Rien ne m'empêche de le proposer à plusieurs supports. Bien sûr. Mais en tout cas, on a déjà des contacts, ça c'est une évidence. On a quelqu'un qui est chaudement intéressé, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est le concret, non pas l'abstrait. Bien sûr. Dès qu'on a le concret, boum, on fonce, tout est prêt. Bien sûr. Tout est prêt. Mes 30 collègues qui sont autour de moi sont prêts à appuyer sur le champignon, comme on dit, pour déjà préparer. Pour enclencher la seconde. Voilà. Donc si des médias nous écoutent par exemple et souhaitent diffuser Tracking, ils sauront où vous trouver puisque vous êtes assez actifs sur les réseaux sociaux. Vrai. La porte est ouverte. Et la porte est ouverte. Ouais. Merci beaucoup Richard. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Une bonne continuation et tout plein d'épisodes à venir. Vous allez céder votre place à Marie-Blanche à présent. Plaisir. Voilà, dans quelques petites secondes, hop, Marie-Blanche va nous rejoindre sur ce plateau. Et nous voici de retour avec Marie-Blanche qui s'est installée comme par magie. Ça va Marie-Blanche? Oui, ça va très bien, merci. Rayonnante avec sa veste verte. Elle nous donne un peu de couleur, de peps là, ça va? Bon, chronique littéraire bien sûr. Oui. J'ai pas dit le titre de vos livres. On verra ça dans quelques secondes. On laisse planer encore un petit peu le suspense. Mais avant cela, un peu d'évasion, d'émotion, direction. Ça va plus rimer. L'Arizona. Ça va plus rimer. À un moment donné, ça s'arrête. L'Arizona, destination lointaine. Vous aviez envie comme ça qu'on parte, qu'on change complètement de décor? C'est ça. Je me dis qu'en ce moment, on est en train de progresser. On rouvre progressivement les frontières. La vaccination commence à s'accélérer. Et l'Arizona, c'est vrai que c'est quand même un terrain de jeu fabuleux pour ceux qui aiment les activités en extérieur. Alors, je voulais juste c'est ça, donner un petit avant-goût de ce qui vous attend dans cette partie du sud-ouest des États-Unis. Alors déjà, Aurélie, à quelle période vous nous conseillez de partir? Parce que j'imagine qu'à certaines périodes, il fait extrêmement chaud en Arizona, non? Bon, voilà. Alors, disons que si jamais l'émission sur le Yukon qu'on a faite vous a un petit peu découragé avec les glaçons au bout des cils, vous avez une alternative avec l'Arizona. Bon, c'est sûr que le mois d'août, c'est très chaud. Mais c'est très bien, on peut faire des choses le matin. C'est très bien, on frôle les 60 degrés, mais c'est très bien. On sort à 20h, on sort à 20h, une petite heure, et puis après on va se coucher. Non, le matin, on fait des activités. À midi, en Arizona, il y a des hôtels 5 étoiles avec des spas extraordinaires. On mange, on se fait masser, on se repose et on ressort le soir pour... vous voyez, j'avais raison. Voilà, exactement. Profiter de la lumière éternelle, faire du vélo au milieu des cactus en évitant les serpents-sounettes et les araignées. Oui, il vaut mieux. Faire du cheval. Il y a des ranchs absolument extraordinaires qui font aussi gîte d'étape. Il y a un bar, oui, c'est ça, un bar avec des sièges en forme de selle. Donc déjà... De selle? Oui, des selles. Ah, de selle de cheval. Voilà, donc déjà on s'entraîne là. Ah, génial, c'est rigolo ça. Il y a la possibilité aussi... on le voit, oui. Regarde. Il est là. C'est drôle. Ah ouais, c'est marrant. Et ça bouge aussi ou pas? Non, là c'est calme, c'est le temps de manger son burger. On met une pièce. De prendre sa bière. D'accord. Et après, on va parcourir. Ah ben voilà, après on monte sur le cheval direct. On sort le cheval. Ça doit être chouette, une balade à cheval dans ces beaux paysages, ces étendues. C'est juste que c'est exactement... C'est tellement immense qu'on a l'impression d'être une puce dans l'océan. Ouais. C'est très, très agréable. Il y a des soleils couchants, des levées de soleil à tomber par terre. Et puis, bon, voilà, tout à l'heure, vous disiez, oui, mais alors si on a chaud, le vélo, le cheval, c'est compliqué. Oui, mais il y a quand même aussi, dans les canyons, il y a des rivières. Alors, justement, on peut faire du canyoning, on descend dans les cours d'eau. On fait attention aux serpents qui aiment bien l'eau aussi, parce que des fois, c'est vrai que la fraîcheur attire aussi les reptiles. Mais il y a vraiment moyen de faire des choses exceptionnelles. Oui, sinon, on ne part pas au mois d'août. Il y a tous les autres mois de l'année. Non, mais c'est ça, regardez l'eau, mais quand même, voilà, pour rafraîchir. Beau, trop sympa. Ah ouais. Donc ça, on peut faire du canoë?
du kayak, du canoë, du canyoning, c'est-à-dire vraiment descendre avec les chutes en rappel, des marches, on peut faire des randonnées incroyables. L'Arizona, c'est aussi la possibilité de découvrir le Grand Canyon et c'est vraiment spectaculaire. Suivant où on se trouve, soit on conduit plusieurs heures, soit on prend un petit avion et le survol vaut vraiment la peine. Et lorsqu'on est dans le Grand Canyon, encore une fois, il y a des possibilités absolument infinies de le parcourir, comme on le voit là, à pied, en vélo. Une vue d'hélicoptère? C'est ça. Ça c'est magnifique. C'est vrai que c'est impressionnant. Vu d'en haut, on a rarement l'occasion de voir ce type d'image. Hein, c'est vraiment incroyable la façon dont la géologie a créé ces formes spectaculaires. Vous connaissez Marie? Pas du tout. Non. Bah oui. Alors, on va y aller, alors non? Mais bien sûr, on va avoir du temps, on va y aller. Au niveau du coût, Aurélie, de ce type de voyage, que vous parliez tout à l'heure d'hôtels 5 étoiles, j'imagine qu'aux États-Unis, ils ne sont pas donnés, les hôtels spa 5 étoiles. Non, ils ne sont pas donnés. Alors, autant ce qui va être activité, vol pour y aller, c'est tout à fait raisonnable. Après, ça va dépendre du budget que l'on veut investir. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a spa, source, massage, choses comme ça, on grimpe dans le panier. C'est plutôt un haut panier. Voilà. Mais il y a tout type d'hébergement? Mais il y a tout à fait tout type d'hébergement. On a les motels qui sont parfaits pour les familles, avec une piscine quand même, une très bonne atmosphère. Beaucoup plus abordable. Oui, oui. Je dirais vraiment le budget, oui c'est ça, ça va être tout ce qui est hébergement et aussi la route, parce qu'il y a quand même beaucoup de kilomètres, puisque c'est grand. Donc il faut louer une voiture. On atterrit où là pour aller en Arizona? On peut arriver à Scottsdale. D'accord, donc ça c'est proche. Qui est vraiment la ville. Hein. Et à partir de là, on peut rayonner. Alors soit on reste juste là parce que immédiatement à la sortie de la ville, la nature est là. Donc on peut déjà vu, des animaux. Alors j'ai pas bien vu. Non, c'est pas l'animal, ça c'est le piquant de cactus. Non. Si jamais on tombe. Non, juste avant. Anthony nous a comme les petits. Mais ça sont des chevaux sauvages. Tu vois, pour moi c'est loin. Je me demandais si c'était des vaches ou des chevaux. Non, ce sont des chevaux sauvages. D'accord, des chevaux sauvages. Donc on a tout ça à portée de main. Vraiment tout ça. C'est magnifique, c'est des paysans. Tout à fait, c'est des paysans, puis je pense que c'est souvent comme ça qu'on caractérise les États-Unis, c'est la démesure, tout est grand, le ciel est vaste, la terre est vaste. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est grand mais peu construit, donc en fait on est vraiment en contact direct avec la nature et on peut vraiment se ressourcer et prendre du temps hors des grandes villes justement américaines qui là sont dans l'excès total. Oui, parce que l'horizon est infini, donc on n'a pas toujours quelque chose qui vient nous barrer le regard et qui vient nous solliciter, donc il y a un côté très apaisant. Et donc là, moi je parlais de tout ce qui était activité, mais si on veut vraiment être calme, juste se lever le matin et voir les couleurs du désert qui changent avec le lever du soleil, c'est tellement reposant. Moi, vous m'avez donné envie, hein. Je sais pas, vous, Marie-Blanche, mais tout à fait. Mais vous êtes déjà prête? Vous avez je suis prête. Elle a le cactus. J'ai le cactus. C'est le plus pur des hasards. Hein. J'ai mis ce t-shirt ce matin. Je savais pas vraiment qu'on allait parler d'Arizona, ou alors, vous voyez, j'ai eu un fluide, un truc. C'est ça. Sixième sens incroyable, donc peut-être que j'irai en Arizona, écoutez, d'ici la fin de l'année. Il faut. Oui. C'est tellement ça a l'air chouette, vraiment. Donc vous conseillez plutôt les hors période estivale? Non, mais ça se fait. Bon, moi, j'y suis allée plusieurs fois. Je suis allée en février et c'est vrai que là, c'est très confortable. J'y suis aussi allée en juillet. Il fait chaud, mais c'est tout à fait supportable. Bon, d'accord. Voilà. La seule chose, c'est qu'il faut toujours avoir des bidons d'eau dans la voiture. Parce que des bidons, pas des bouteilles, des bidons. Non, des bidons d'eau. On se balade avec des bidons. Des bidons d'eau et d'essence, parce que les distances sont très grandes. Si jamais il y a un problème, là, pour le coup, on aura vraiment chaud. C'est clair. Bon, merci pour ce beau voyage, Aurélie. Franchement, c'était un régal. Alors, comme toujours, quand on part, où que ce soit loin ou à côté de chez soi, dans un pré, dans un champ, qu'est-ce qu'on prend? Un bon livre, avec Marie-Blanche qui nous fait une belle sélection chaque semaine. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Est-ce qu'il y a une thématique? J'avais envie un peu de poésie, de tendresse. Oh oui, voilà, dans ce monde de brut. Voilà, tout à fait, avec un auteur que j'affectionne qui s'appelle Alain Cadéot, donc qui est de Évenos, dans le Var, pour lequel j'étais venue vous présenter Des mots de contrebande l'année dernière, et il n'y a pas longtemps, une réédition de Zoé qui a été traduite en Chine, on en avait parlé. Et donc, c'est son dernier livre que je vous présente aujourd'hui. Alors, juste avant, quelques mots sur Alain Cadéot. Moi, j'ai envie de dire que Alain Cadéot est à l'écriture ce que Mozart est à la musique. C'est un virtuose des mots. Il faut le dire. Voilà, il n'a pas peur de parler de sujets, tout en tendresse. Et c'est beaucoup dans un style romanesque, mais c'est souvent philosophique et initiatique. Et à chaque fois, son objectif, au bout du chemin, c'est de nous emmener à rencontrer
rencontrer l'autre. Il y a un profond altruisme et une belle générosité, et ce qui caractérise l'homme aussi. Voilà. Donc son dernier livre, Comme un enfant qui joue tout seul, aux éditions La Trace, c'est aussi un parcours initiatique, un retour aux souvenirs d'enfance. D'accord. Alors voilà, donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Raphaël, qui se retrouve trentenaire trop vite orphelin, mais à qui pour l'instant la vie souriait. Il est haut fonctionnaire, il est aisé, il a une belle vie, mais il manque ce manque de ses parents. Et un jour, il croise dans la rue un clochard qui lui dit « Mais pourquoi es-tu si dur ?» Et cette phrase l'interpelle. Il se dit bon, il faut que je change quelque chose. Il claque tout. Il prend sa voiture et il se dirige vers la ville de sa mère, à la rencontre d'une vieille amie de sa grand-mère pour connaître l'histoire de sa famille maternelle. Donc il sympathise avec cette vieille dame Mathilde, et cette vieille dame Mathilde lui raconte tous les événements qu'a pu vivre sa mère, sa grand-mère dans cette ville. Et à côté de ça, il y a un autre personnage, Elena, qui travaille dans un restaurant dans cette même ville, qui, elle, est la petite fille de la meilleure amie de la grand-mère de Raphaël. D'accord. Alors, cette amitié qui existait entre ces deux grand-mères va faire que ces deux personnages vont se rencontrer. Quand, comment, pourquoi, dans un paysage magnifique, à vous de le découvrir dans ce merveilleux livre, où encore la plume de l'auteur nous apporte de la poésie, de la tendresse et beaucoup de réflexion. Oui, j'imagine que sa perception des choses, du monde va changer, que nos évoluer. souvenirs, notre enfance nous construisent des piliers qui nous aident à tenir debout ou pas quand ils sont fragiles. Voilà. Cette idée-là, on la retrouve là-dedans. Donc, Comme un enfant qui joue tout seul, de Alain Cadéot. Ça donne envie. Ça donne envie. Et j'ai une avant-première. Je remercie les éditions La Trace parce qu'il n'est pas encore sorti. Il paraît le 3 juin, mais il est en précommande sur le site des éditions La Trace. Donc, c'est le dernier livre de Alain Cadéot, Confession. Alors, il est préfacé par l'écrivain et journaliste du Figaro littéraire Mohamed Essaoui, et qui dit, entre autres, ce spam livre est un piège délicieux expédié par un grand écrivain. Alors, on a l'ambiance, spam, mail. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'histoire de personnes comme vous et moi qui pourraient recevoir un jour des mails et qui, d'inconnus, cet inconnu se fait appeler Gaspard et il commence à discuter avec les gens par mail et on ne peut les effacer que si on les a lus. D'accord. Donc, on est bien obligé de les lire. Oui. Alors, les inconnus, certains commencent à en avoir assez, d'autres l'insultent, d'autres finalement prennent goût à cet échange. Et Gaspard propose donc à ses interlocuteurs des réflexions sur sa propre vie. Il se revendique une âme en peine entre ciel et terre, mais qui est-il vraiment, ce personnage? Voilà, avec une fin époustouflante, voilà, que je vous invite à découvrir avec encore une prose très agréable. On se fond dans les mots, dans la mélodie des mots de Alain Cadéot. Voilà, c'est une pure merveille. Et vous en parlez bien, Marie-Blanche. Oui, c'est parce que c'est un bon ressenti. On voit ça. Aux éditions La Trace, n'oubliez pas. Très bien. Et dernier livre pour la route. Alors, Celle qui dérange, j'ai reçu ce livre de Eva Kopp, qui habite Toulouse et qui donc raconte cette histoire qui se situe à Toulouse. Alors, on est dans le milieu des EHPAD. C'est l'histoire d'une aide-soignante, Héloïse, qui un jour, en faisant son jogging au bord de la Garonne, voit un cadavre et ça l'interpelle. Ça l'interpelle pourquoi? Parce que son père est disparu. On est toujours dans les souvenirs d'enfance, c'est le thème un peu d'aujourd'hui. Son père a disparu alors qu'elle avait 6 ans, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il allait acheter un paquet de cigarettes. Il n'est jamais revenu. Elle n'a jamais eu aucune nouvelle de lui. Et voyant ce cadavre, ça lui fait penser, est-ce que je ne pourrais pas reprendre contact avec mon père? Voilà. Donc elle cherche par les réseaux sociaux son père, elle le retrouve, il la bloque. Va-t-elle réussir à prendre contact avec son père? Dans quelles conditions? Bien sûr, il faut lire le livre. Et sous prétexte de cette histoire, on est dans cet univers d'EHPAD puisqu'elle est aide-soignante. Et donc, il y a, on va dire, un hommage qui est fait au personnel soignant dans cette ambiance d'EHPAD avec ces moments de joie, de peine, on va dire... cette conviction du personnel soignant à aider les gens, et notamment dans cette période-là, plus que jamais. Effectivement. Donc c'est un très beau livre que je vous recommande, c'est aux éditions The Mental House,
et c'est celle qui dérange, Eva Kopp. Thème d'actualité, hein, finalement. Non, l'accent, c'est trop bien. L'actualité, finalement, je disais les thématiques, les SMS, là, le papa qui la bloque sur Internet, donc les réseaux sociaux, mais aussi donc, les EHPAD, enfin des thématiques très actuelles, finalement. Dans oui, livre, et c'est une écriture très moderne. Elle a 39 ans, Eva Kopp, et alors elle nous donne beaucoup de fraîcheur. Héloïse est une femme très moderne comme on l'aime. Il y a beaucoup d'éclats de rire avec son amie. C'est très agréable à lire, un très beau livre, vraiment. Merci beaucoup Marie-Blanche, merci à vous aussi Aurélie. C'était comme toujours un plaisir de vous avoir autour de moi. Plaisir partagé. Un vrai bonheur, c'est gentil, merci beaucoup. Alors demain on se retrouve pour parler d'une toute nouvelle école, figurez-vous, de Musical, qui ouvrira bientôt ses portes à Marseille à la rentrée. Donc nous recevrons Manoa Michelot, le danseur qui est à l'origine de cette création, et puis les astuces bien évidemment de Catherine Fructus, comme chaque jeudi, et les idées de Marianne Morizot. Voilà, je vous embrasse, à demain, portez-vous bien. Salut les filles.